La première oncologue que j'ai vue, elle a tourné autour du pot. Elle parlait effectivement de tumeur. Voilà, donc à un moment donné, j'ai fini par briser la glace et je lui ai dit « Est-ce que c'est un cancer ?» Et elle m'a dit « Oui, mais c'est un gentil cancer. » Enfin, pour moi, la création artistique, ça vient guérir finalement presque plus, entre guillemets, que le fait qu'on m'ait retiré un poumon, en fait. C'est vraiment quelque chose de vital pour moi, en fait, de créer. L'idée, c'est vraiment d'induire un processus, effectivement, de transcender, sublimer, en faire autre chose. Mais à la fois, je me dis, j'ai moi-même eu un cancer et il faut que je sorte de cette précarité-là induite par la maladie. C'est un pas de me dire, je vais professionnaliser ces ateliers parce qu'effectivement, c'est mon métier à la base. J'ai 6 années d'études pour, et parce que, effectivement, je pense que c'est... Ton travail a de la valeur. Voilà, mon travail a de la valeur. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Quelle joie d'avoir fait le trajet pour aller rencontrer Camille à Paris. On était toutes les deux assises par terre dans ma chambre de Airbnb et j'ai adoré notre conversation cœur à cœur. Notre Camille, elle a été touchée vachement jeune par une tumeur neuro-endocrine bronchique qui lui a fait perdre l'entièreté de son poumon droit. C'est un cancer super rare qui touche 4 à 5 personnes sur 100 000 et les symptômes sont assez atypiques, ce qui provoque souvent une période d'errance de diagnostic. Puis, elle était si jeune, 27 ans. On pense pas vraiment à un cancer à cet âge-là. On lui a d'abord parlé d'une masse, mais tout était si flou. Est-ce bénin? Est-ce malin? On lui a ensuite présenté son cancer comme étant un gentil cancer. Ça me plaît pas des masses. Ça me révolte même cette manière de présenter les choses, même si ça part d'une bonne intention. En attendant, quelques semaines plus tard, le gentil cancer lui a coûté un poumon et elle a bien morflé pendant 6 mois. La rééducation était longue et douloureuse, physiquement et psychologiquement. Dans ce cadre-là, nous avons parlé de ce petit mot en 3 lettres. Q-U-E. Que. Elle n'a que eu une opération et que une semaine d'hôpital. On entend beaucoup de personnes dire cela quand elles n'ont pas eu de traitement lourd comme la chimio par exemple. Et certaines d'entre elles ressentent un profond malaise, un problème de légitimité dans la maladie. On tenait à évoquer ce sujet. Le podcast se divise en plein de sous-parties parce qu'on a parlé de tellement de choses, notamment de ses multiples projets. Camille a fait des études artistiques, elle était directrice artistique et graphiste avant de tomber malade. Elle a écrit et dessiné de son canapé pendant sa convalescence et s'est lancée dans 2 magnifiques projets qu'on retrouve sur Instagram, Poumonoprix et Ma tumeur neuro-endocrine, qui lui ont permis de comprendre ce qui lui arrivait, d'intégrer tout ce tsunami émotionnel et physique et aussi d'accepter et en plus de sensibiliser autour de ces tumeurs rares et de créer du lien entre les personnes touchées par cette maladie. Merci, merci Camille. Elle a donné des ateliers créatifs en tant que bénévole dans une maison de l'après-cancer. Elle a mis au service des autres tous les outils qui l'avaient aidée pendant sa maladie. Magnifique. 1 an plus tard, elle a décidé de se professionnaliser et je trouve ça super qu'on ait pu aborder ce thème si important de la rémunération après un cancer. Cancer qui induit inévitablement une certaine précarité pour les personnes indépendantes. On s'est dit qu'on lèverait les tabous autour de cette question de la rémunération. Elle revient souvent chez les personnes qui ont donné beaucoup de temps bénévolement pour les personnes touchées par la maladie, mais qui, à un moment donné, aimeraient se professionnaliser tout en continuant à aider les personnes malades ou en post-maladie. Ce n'est pas se faire de l'argent sur le dos des malades, c'est simplement être reconnu pour son travail. Et puis, la réalité frappe, avec des enfants à nourrir, un loyer à payer, du matériel à acheter, et j'en passe. On a vraiment voulu aborder cette question d'argent, bien souvent tabou dans nos pays. Le bénévolat, c'est bien,
C'est même très salvateur de pouvoir faire profiter aux autres de son expérience de la maladie. Et heureusement qu'il y a des personnes comme Camille qui offrent leur temps pour aider les autres. Mais je reprends ces mots. Le bénévolat, il faut que ça reste quelque chose qui soit choisi, cadré et pour lequel on n'outrepasse pas certaines limites personnelles. Nous débattrons autour de cette question importante qui revient si souvent et qui engendre un certain malaise chez beaucoup de personnes. Allez, zou, brisons ce malaise et les tabous, mettons des mots dessus et encourageons les personnes à entreprendre après un cancer. C'est une magnifique manière de retourner dans la vie et de faire valoriser toute son expérience. Merci Camille pour ce bel échange et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou Camille. Coucou Delphine. Écoute, merci mille fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast. Je suis hyper contente. C'est un peu particulier, hein. On est toutes les deux par terre sur la moquette dans ma petite chambre à Paris. Je suis hyper contente de t'accueillir. On va commencer de manière relativement classique où tu vas faire une explication un petit peu du contexte médical et c'est assez particulier parce que moi je t'avoue que je ne connaissais pas du tout ce qui t'est arrivé. Et voilà, un peu le contexte, ton âge et puis on a envie de discuter de plein de sujets aujourd'hui donc je te laisse vite la parole. Et voilà, remets-nous dans le contexte, dans le temps aussi. À toi. Je suis ravie d'être ici déjà, ravie de partager ce moment avec toi. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, donc je m'appelle Camille, j'ai 31 ans aujourd'hui et j'ai été atteinte d'une tumeur neuro-endocrine bronchique qui m'a été diagnostiquée à l'âge de 28 ans. Donc, les tumeurs neuro-endocrines, en général déjà, sont des cancers rares qui concernent 4 à 5 personnes par an pour 100 000 personnes. Et c'est des tumeurs qui se caractérisent par leur évolution lente. Alors, ça dépend des grades. Je ne vais pas faire de généralité, mais la tumeur, en tout cas, dont j'ai été atteinte, est d'évolution lente. Et c'est des tumeurs qui, du coup, peuvent se localiser à tout endroit du corps, sachant que les formes les plus courantes, c'est les formes digestives, donc plutôt intestin grêle, pancréas. Et donc moi, c'est une tumeur qui a touché mon poumon et qui a fait que on m'a retiré l'intégralité de mon poumon droit. Mais donc on dit pas, c'est pas un cancer du poumon, et si ça se met sur l'intestin, on dit c'est pas un cancer de l'intestin en fait. Non plus, voilà. Et donc c'est deux choses totalement différentes. C'est ça. Et on entend neuro, on entend endocrine. Est-ce que ça dépend des hormones? Comment ça fonctionne? Là, je te pose peut-être des questions trop. J'ai pas la réponse parce que j'ai pas tout à fait saisi en fonction des médecins à qui j'ai demandé. On m'a dit que ça avait aucun lien. Parfois, ça peut avoir un lien. Je sais pas. Est-ce qu'il y a pas encore assez de recherche en fait? Oui, je pense qu'il y a pas suffisamment de recherche parce qu'effectivement, ça concerne trop peu de cas. Voilà. Et le problème un peu de ce genre de tumeur, c'est que ça se cache aussi derrière des symptômes qui peuvent être très bénins, en fait, très communs. Ah oui, donc c'est difficile à diagnostiquer. Voilà. Il y a énormément d'errances de diagnostic pour les patients porteurs de tumeurs neuroendocrines. Et généralement, en fait, quand c'est diagnostiqué, c'est des formes déjà métastatiques. Et comment est-ce qu'on t'a diagnostiqué, ces tumeurs? Alors moi, on m'a diagnostiqué parce que j'ai craché du sang. Alors, fin 2017, dans un premier temps. Et la médecin qui me suivait à l'époque, parce que j'avais une trachéite à l'époque, m'a dit, ça doit être lié à la trachéite et à l'irritation, la toux, etc. Donc, elle a pris ça à la légère. Et étant donné que je ne fume pas, je n'ai jamais fumé et que, voilà, je suis jeune, a priori en bonne santé, elle m'a dit, si vous voulez vous rassurer, on peut faire une radio, mais bon, j'y vois pas d'urgence, voilà. Donc, j'ai décidé de me mettre des œillères puisque c'était avec l'accord de ma médecin. Donc voilà, j'ai décidé oui, et puis c'est assez logique aussi quand on est jeune, on n'imagine pas le pire. C'est toujours ça la complication, évidemment. C'est ça. Et donc, 1 an et demi plus tard, donc on arrive à l'été 2019. Et cette trachéite était tout à fait passée. Il y avait plus de problème, ouais. C'est ça, il y avait plus de problème. Je savais que j'avais 2-3 épisodes de trachéite par an. C'était un peu mon rhume commun. Voilà, j'avais ces épisodes. Mais c'était déjà le signe alors. Après coup, on m'a dit qu'effectivement c'était des signes d'appel. Mais ça, pareil, en fait, la trachéite c'est une infection totalement bénigne. Voilà, donc on se dit pas forcément que derrière il peut y avoir quelque chose de plus grave, quoi. Surtout donc, à ton âge, quoi. Et donc, à l'été 2019, donc je venais de fêter mes 28 ans. Et cette fois-ci, hors contexte de trachéite, je recrache du sang en plein milieu de l'océan, puisque j'étais en vacances. Et là,
Bon, j'essaye de me trouver tout un tas d'excuses de nouveau, à me dire c'est peut-être le pollen, c'est peut-être le changement d'environnement, c'est peut-être je sais pas quoi. Et là, donc mon copain me dit, soit effectivement c'est rien et auquel cas on n'y pense plus, soit on va faire quelque chose. Moi, entre-temps, j'avais commencé un peu à aller sur Google et à taper crachat de sang, voilà. Ouais. Donc je commence à voir des choses qui m'inquiètent un peu. Donc je me dis, il serait peut-être temps de me bouger les fesses. Donc avec l'impulsion de mon amoureux, je vais sur mon lieu de vacances aux urgences et je fais la fameuse radio que j'aurais dû faire il y a 1 an et demi plus tôt. Et cette radio ne montre rien, mais mon intuition me dit, je suis pas tout à fait rassurée. La médecin qui me reçoit me dit, il va falloir faire une fibroscopie à votre retour de vacances. Donc là, j'entends le terme fibroscopie pour la première fois de ma vie. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Et je me souviens d'avoir dit à mon copain, une fois que j'ai récupéré les résultats de la radio, tu vois, je suis pas encore morte. Ah. Mais il y avait un truc qui me faisait dire que c'était pas tout à fait... je pouvais pas juste me dire, je repartais avec ma radio, il y a rien dessus, tout va très bien. Ça, je le sentais au fond de moi. Comme quoi, on a quand même une certaine intuition, non ? Voilà. Et du coup, je rentre de vacances. Et là, donc, je vais voir ma médecin traitant qui me suit encore aujourd'hui. Et cette dernière me prescrit un scanner. Elle me dit, c'est pas normal de cracher du sang. La radio montre rien, mais d'habitude, on est censé voir quelque chose à la radio, mais on va faire un scanner par précaution au cas où on aurait raté quelque chose, quoi. Et ça n'a pas loupé. C'est le scanner qui a montré que du coup, il y avait une première masse. Alors, j'ai eu le terme de masse. C'était marqué sur le compte-rendu, masse d'origine non équivoque, je crois. Donc voilà, les termes totalement abstraits. Et je me souviens que la radiologue qui a interprété le résultat, m'a dit, votre copain peut venir. Donc voilà, je me disais, bon, c'est pas juste un truc... C'est quoi une masse ? Ouais. Voilà, c'est quoi une masse ? Et du coup, elle a pas su me répondre. Elle m'a dit juste, ça peut être bénin comme ça peut être malin. Donc en fait, j'ai vécu pendant grosso modo quelques jours avec c'est pile ou face en fait, voilà. Le lendemain, je suis allée voir une pneumologue qui m'a fait réaliser des épreuves fonctionnelles respiratoires. Donc on souffle dans une espèce de ballon, quoi. Oui. Et donc là, ces épreuves fonctionnelles respiratoires ont montré que, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais que effectivement, j'avais quasi 50% de mes capacités respiratoires qui étaient condamnées, quoi. Et ça, tu avais jamais remarqué quand tu marchais en ville Et ça, je l'avais jamais remarqué, effectivement. Le corps compense, en fait. T'étais pas plus fatiguée ? Le seul indice avant-coureur que j'avais eu, c'est que j'avais commencé la cohérence cardiaque et je m'étais rendu compte que je pouvais pas tenir des inspirations et des expirations profondes sur de longues secondes. Et d'ailleurs, j'en fais toujours aujourd'hui. Et l'appli que j'utilise, en fait, elle permet pas d'aller en dessous de 4 secondes d'inspi et expire. Et c'est vraiment le minimum que je peux tenir. Et encore, j'ai du mal à le tenir. Surtout en inspiration. Voilà, je m'étais juste dit, tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à Et je me souviens que j'avais, il y a quelques mois auparavant, demandé à mon copain, est-ce que, dans la rue, comme ça m'était venu, je lui avais dit, est-ce que tu peux faire une inspiration et une expiration profonde et voir combien tu tiens ? Et j'avais vu qu'il tenait 6 secondes, 7 secondes, je sais plus, et j'avais mis ça sur le compte de, je suis pas très endurante, je fais pas beaucoup de sport, voilà. Mais c'était effectivement des choses qui m'avaient mise sur la piste, mais j'avais pas fait le lien entre tout ça. Et je me dis aussi, a posteriori, que vu que c'est quelque chose qui s'est installé de manière lente, c'était peut-être probablement là depuis hyper longtemps, en fait. Ça fait des années vraiment que je vis avec et que donc le corps compense, le corps a trouvé d'autres astuces et voilà. C'est fou. Et puis, tu peux nous expliquer alors comment ça a été présenté ? Parce que je me souviens que j'avais été un petit peu... alors, donc, un petit peu choquée par la manière dont c'était présenté et un petit peu révoltée aussi, donc... alors, après ces épreuves fonctionnelles respiratoires, là, en fait, on m'avait déjà mise sur la piste d'un diagnostic. Donc, on m'avait parlé de tumeur carcinoïde bronchique. C'est un synonyme pour dire tumeur neuroendocrine bronchique. Donc, j'ai vu une première oncologue. Dans un premier temps, j'ai été prise en charge à l'hôpital Bichat, donc dans le 18e à Paris. Et la première oncologue que j'ai vue, elle a tourné autour du pot. Elle parlait effectivement de tumeur. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai fini par briser la glace et je lui ai dit, est-ce que c'est un cancer ? Et elle m'a dit, oui, mais c'est un gentil cancer. Alors, ça peut peut-être bien tomber chez certaines personnes, mais je trouve que c'est terriblement risqué parce que c'est complètement sous-estimé l'émotion de la personne qui reçoit un truc pareil, quoi. Enfin, moi, je trouve ça épouvantable. Mais bon, qu'est-ce que t'as fait avec ça ?
Elle t'a expliqué après pourquoi un gentil cancer. Il n'y a pas de petit cancer et il n'y a pas de très gentil cancer. Ça reste un cancer quand même, surtout à ton âge. Donc, ça devait être... Encore aujourd'hui, j'ai, en fonction des interlocuteurs à qui j'en parle, dans le corps médical, j'entends, et même parfois auprès de patients, voilà, on continue de me dire c'est un gentil cancer, ça évolue très lentement, c'est pas vraiment un cancer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des formes effectivement bénignes de la maladie. Ça existe d'avoir une tumeur neuroendocrine bénigne. Je ne sais pas du tout quel est le pourcentage. Il faut enlever la masse alors quand c'est bénin, ou on vit avec cette masse? Je crois qu'il y a des gens qui vivent avec cette masse. Et effectivement, si ça dégénère pas en malin, il y a pas de raison, comme on a des petits kystes au sein, voilà. Oui, mais bon, c'est à surveiller, quoi. Voilà, quand même, c'est à surveiller. Ouais. Et il y a même des tumeurs neuroendocrines qui sont malignes, qui sont aussi traitées, entre guillemets, en étant simplement surveillées. Ok. Bon, et donc il y a une grosse confusion. En fait, on met tout le monde dans le même sac. Mais comment est-ce que toi, tu t'es positionné par rapport à ça, justement? C'est un gentil cancer ou c'est... Sur le coup, c'était un coup de massue, parce qu'effectivement, j'avais un énorme sentiment d'injustice aussi de ne jamais... Alors, je me suis rendu compte qu'effectivement, même dans le cadre de cancer du poumon réel, il y a énormément de gens qui n'ont jamais fumé et qui ont quand même un cancer du poumon. Alors moi, c'est pas un cancer du poumon, du coup, mais je me disais, j'ai toujours fait hyper gaffe. Alors, effectivement, j'étais pas très, très sportive, mais j'ai pas mangé n'importe comment, j'ai pas fumé, j'avais pas un mode de vie qui était border, voilà. Et effectivement, on se dit pas à 28 ans, je vais avoir un cancer, sachant que l'âge médian de diagnostic des tumeurs neuroendocrines, c'est plutôt 60-70 ans, donc a priori, j'étais pas dans la cible, clairement. Donc sentiment d'injustice. Sentiment d'injustice et sidération. Sidération complet. Et après, je me dis, mais là encore, c'est avec le recul que je me dis ça. À la fois, j'ai eu l'impression qu'il y avait une forme d'euphémisation de ce qui m'arrivait. Et à la fois, je pense que c'est aussi ce truc-là de me dire, bon, en fait, c'est peut-être un gentil cancer, ça évolue lentement, ça a été pris à temps, donc je vais pas mourir. En tout cas, ça va pas mettre mes jours en danger dans l'immédiat, je vais pouvoir vivre avec, et allez, on y va, quoi. Mais je voulais attirer l'attention sur ce point, en fait, parce que tu sais, quand tu m'as dit... un gentil cancer ou que tu as utilisé je n'ai pas eu oui, tu m'as dit j'ai pas eu de chimio, j'ai eu que une chirurgie, donc quand même perdre un poumon, c'est pas que une toute petite chirurgie. Et en fait, je fais un petit coq à l'âne et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de parler de toutes ces femmes dans le groupe de soutien ou ailleurs aussi qui se sentent pas légitimes parce que elles disent j'ai que, par exemple, dans le cadre d'un cancer du sein, j'ai que eu une tumorectomie, j'ai pas eu de chimio, j'ai pas d'hormonaux, j'ai pas de rayons. Non, en fait, enfin, je veux dire, ok, le traitement est peut-être moins lourd ou a peut-être moins de conséquences, mais tu vois, hier, j'ai rencontré justement une dame qui a eu une double ablation, mais elle a pas eu de traitement après. Elle était quand même épuisée. C'est pas que... Donc, j'aimerais bien qu'on enlève ça. Et un jour, il y a une femme dans le groupe de soutien qui a écrit au nom d'une autre femme. Et elle a dit, voilà, j'ai une amie dans le groupe de soutien qui n'a eu que une tumorectomie et que était évidemment mis entre guillemets. Elle se sentait pas légitime alors qu'elle souffrait énormément de tout ce tsunami et elle se sentait pas légitime par rapport à toutes celles qui avaient perdu leurs cheveux, qui avaient eu une ablation. Donc, il n'y a pas de gradation, en fait. Et donc, ça a dû être difficile de te positionner par rapport aux autres, en fait. Ouais, parce qu'effectivement, je n'ai eu que une chirurgie et je n'ai été que hospitalisée pendant une semaine. Donc en fait, par rapport aux autres, ça a été compliqué et par rapport à moi-même parce que en effet, autant j'étais gonflée à bloc pour aller au bloc justement et je me disais bon, allez, je suis entourée des bons médecins, je suis entourée des bonnes personnes de ma famille, de mon copain, etc. J'y vais. Ça va bien se passer. Autant, je pense que j'étais pas du tout préparée à l'après et que l'après intervienne aussi rapidement. C'est-à-dire que voilà, une semaine après, j'étais chez moi. C'est ce que j'ai dit dans un précédent podcast, mais rien n'avait changé. À la fois, tout avait changé. Attends, c'était hyper lourd de conséquences, ton opération. En fait, la veille de l'opération, je pouvais gambader comme je voulais. Le lendemain, je galérais à faire trois pas sans être essoufflée, sans être transi de douleur surtout parce que, alors je pense que physiquement aujourd'hui, on peut vivre avec un seul poumon, c'est possible. Ça demande effectivement de l'entretien, ça demande de faire du sport, effectivement voilà. Je sais où sont mes limites. Autant effectivement les conséquences directes de la chirurgie,
Ça a été, ça je les avais pas du tout anticipés et on m'avait pas du tout expliqué. En fait, voilà, on m'a préparé à l'après, mais à l'après lointain. On m'a pas du tout préparé à l'après direct après la chirurgie. Qui était donc vachement lourd quand même. Qui était effectivement vachement lourd parce que voilà, on retire un poumon. J'ai une cicatrice de 20 cm dans le dos sous l'omoplate, donc en termes de posture, en termes de. Alors c'est quand même grand un poumon. Donc alors je crois que ça pèse 600 grammes ou 700 grammes peut-être. Mais donc il y a un trou. Voilà, notamment, il y a quelque chose qui manque, quoi. On m'avait pas du tout tenu informée du fait que, effectivement, bon, alors déjà, je suis assez menue, j'ai pas beaucoup de poitrine, donc j'ai rien pour compenser, entre guillemets, effectivement, cette perte. Et j'ai l'impression, là, quand je me vois nue, que on m'a donné un coup de poing et que c'est resté enfoncé à cet endroit, quoi. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il y a réellement un creux. Ouais. Enfin, moi, je le vois comme ça. Oui, mais écoute, tu parce que en fait, il y a pas de compensation. Oui, il y a pas de. Il y a plus en fait. Là, c'est là que j'avais pas beaucoup de connaissances en anatomie et j'ai dû m'intéresser de force à ça avec ce qui m'est arrivé. Mais en effet, le poumon, il joue un rôle d'expansion en fait dans la cage thoracique. Oui. Tu retires en fait le truc qui va faire un poussoir pour la cage thoracique. En fait, la cage rentre. T'as beau essayer de te forcer, moi, dans les exercices que je fais d'ailleurs encore aujourd'hui, l'idée, c'est de continuer à faire comme s'il y avait quelque chose pour faire travailler, parce que le corps humain, quand tu lui ôtes quelque chose et qu'il a plus ce mouvement réflexe, il devient paresseux, en fait. Donc, donc l'idée, c'est là, encore aujourd'hui, de dérouiller la cage thoracique. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, là, ça me demande des efforts assez conséquent parce que effectivement j'ai plus le truc qui va me donner la petite impulsion, quoi. Dis-moi, est-ce que l'autre, vraiment question médecine pour les nuls, quoi, l'autre va se développer et va prendre un peu la place? Alors l'autre a déjà commencé à se développer. Je sais que il grandit, il se déplace alors un petit peu. Ça se déplace un petit peu, mais ça c'est pareil, ça prendra jamais la place. C'est pas comme un ballon dans lequel on souffle et qu'on gonfle. Après, ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est que si je veux le déployer, j'ai la possibilité. Je cite souvent l'exemple des apnéistes. Ceux qui font de l'apnée, ils ont pas 100% de leur capacité, ils vont au-delà de leur capacité. Oui. Donc, si moi je veux déployer mon poumon restant, je peux le faire. Et je pense que là, du coup, j'ai fait des épreuves fonctionnelles respiratoires, donc à distance de 2 ans de l'opération, en novembre dernier. J'en avais pas fait directement après l'opération. Donc, les précédentes, c'était justement celles que j'ai fait au moment du diagnostic. Et aujourd'hui, je suis à 57% de mes capacités respiratoires, alors que on pourrait se dire que le poumon droit, concernant plus de 50% de la capacité respiratoire, aurait pu m'amputer de plus de 50% du coup de mes capacités. Il y a des gens qui ont 2 poumons qui ont moins de 50% de capacité respi. Il y a des gens qui en ont 2 et qui en ont 150. Donc voilà. Je me dis que c'est quelque chose comme un muscle qui peut, si je le veux, en tout cas, être développé. Tu parlais d'une sportive qui avait perdu un poumon et qui avait redéveloppé complètement. Je connais quelqu'un qui a eu la même chose que moi, mais au poumon gauche. Oui. On lui a retiré son poumon gauche. Et effectivement, elle habite à la montagne et elle a fait peut-être 5 ans après son opération ou 6 ans après son opération un trail. Donc, je sais pas combien de kilomètres ça représentait, mais voilà, c'est quand même un exploit assez énorme de pouvoir faire ça avec un seul poumon. Et là, aujourd'hui, à je crois 7-8 ans de l'opération, elle a retrouvé 87% de ses capacités respiratoires. C'est fou comme le corps est résilient. Ouais. Donc, tu es surveillée encore parce que maintenant, on a enlevé cette masse et on doit encore te surveiller. Alors, j'avais du coup une masse sur le lobe supérieur. On a découvert au fur et à mesure des examens qu'il y avait une masse secondaire sur le lobe moyen. Donc, à la base, en fait, j'étais partie pour me faire retirer 2 lobes sur les 3 du poumon droit. Et je me suis réveillée avec un poumon en moins parce qu'il y avait aussi des cellules tumorales qui n'avaient pas encore constitué de tumeur, mais qui existaient déjà sur le lobe inférieur. Le gentil cancer qui fait qu'on n'a plus qu'un poumon. Voilà. Donc, pour m'éviter de repasser sur le billard 6 mois plus tard, le chirurgien a préféré tout retirer et je l'en remercie pour cela. Voilà. C'est quand même une sacrée épreuve. T'as mis combien de temps en fait à vraiment te ressentir mieux, quoi? Parce que physiquement, je veux dire, c'est quand même une récupération plus pénible que d'autres ablations. 6 mois à vraiment sortir de la douleur et de la prise de médicaments au quotidien, parce que j'ai eu 3 mois sous morphine.
3 mois sous morphine que j'ai très mal vécu parce que c'est pas avéré, mais je suis a priori allergique à la morphine. Donc, j'ai eu tout un tas de nausées, d'effets connexes qui n'étaient pas prévus au programme. Non, j'ai eu de l'urticaire généralisée sur tout le corps qui allait, qui venait. Mais la douleur était tellement forte. La douleur était tellement forte que je sais pas si j'aurais pu gérer sans morphine, en fait. Donc voilà, donc j'ai eu 3 mois sous morphine qui étaient très compliqués. Après, j'ai décidé de progressivement alléger les doses. J'ai fini par arriver à 0 et je me suis dit, je prends pas les dérivés morphiniques, je passe directement à juste des antidouleurs basiques comme le Doliprane ou des trucs comme ça. Donc ça, j'ai encore été sous Doliprane 3-4 mois. On va dire que oui, les douleurs physiques, ce qui m'a aidé énormément, c'est la kinésithérapie, clairement. J'imagine, c'est ce que j'allais te demander. Si j'avais pas fait de kiné... C'est fou, hein, comme... Et d'ailleurs, on m'en avait pas prescrit. En fait, à la sortie de l'hôpital, on m'avait pas fait d'ordonnance. C'est moi qui ai dû demander. Mais si j'avais pas fait de kiné, voilà, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais je pense que ça aurait pas fonctionné aussi bien. Des gens incontournables dans beaucoup de cancers, hein, de toute façon. Écoute, on va passer à la deuxième partie de ce podcast. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de ton métier. J'allais dire ton métier d'avant, mais c'est ton métier d'avant, pendant et après, on va dire. Et j'avais été très marquée par ta phrase, bon, qu'est-ce que je vais faire de la maladie? Et tu avais parlé de 3 projets, donc je te laisse la parole. Oui. Alors, moi, du coup, j'ai fait des études artistiques. J'ai toujours évolué là-dedans. C'est un métier passion pour moi. Je m'imagine pas faire autre chose indépendamment de mon histoire avec le cancer. Et donc, avant le cancer, j'étais directrice artistique, graphiste. Je travaillais pour des projets divers et variés, mais je m'étais jamais posé la question de me spécialiser dans un domaine ou un autre. Donc voilà, je prenais un peu ce qui venait et je poursuivais mon bonhomme de chemin dans le graphisme. En tant qu'indépendante, hein, tu me disais. En tant qu'indépendante. Oui. J'ai eu une expérience aussi de collaboration avec une amie avec qui on a fait des résidences artistiques. On a fait un podcast aussi autour du design graphique. Donc voilà. On a eu quelques expériences, mais globalement, j'ai poursuivi mon petit bonhomme de chemin avec mes clients en graphisme. Et arrivé le diagnostic du cancer. Alors, il se trouve que par un heureux concours de circonstances ou pas, mes clients, du coup, historiques, ont arrêté de travailler avec moi pour diverses raisons, parce que leur projet fonctionnait plus, parce que ils avaient trouvé quelqu'un d'autre. Voilà. Bref. Donc, j'ai pas tellement eu à me justifier, mais du coup, ça a été un peu le grand saut dans le vide, parce que donc j'ai été en arrêt maladie pendant 5 mois. Tu peux juste nous dire, parce qu'en tant qu'indépendante, ça c'est quand même un sujet qui m'intéresse aussi, une mutuelle qui courait. J'avais une mutuelle qui du coup m'assurait un maintien de revenus. Alors à l'époque, du coup, je m'étais basée sur mes revenus quand j'ai souscrit à cette assurance. Je m'étais basée sur mes revenus de l'époque et je leur avais dit si je tombe malade, je veux tant de revenus par mois. Bon. En fin de compte, quand on souscrit à ce genre de choses, on se dit pas que ça va arriver. Donc voilà. Donc effectivement, j'ai eu un maintien de revenus. Ça, c'est assez bienvenu. Oui, c'est ça. Donc pas une situation précaire qui est le cas pour pas mal de personnes indépendantes et qui doivent retourner. Enfin, c'est terrible en fait. Hein. Et alors, il se trouve, pour l'anecdote, en fait, je pense qu'effectivement, j'étais tellement en train de minimiser le gentil cancer et la gentille opération que j'avais eue que je me suis engagée sur un contrat indépendant, peut-être 1 mois après l'opération. Et en fait, j'avais quand même un peu assuré mes arrières parce que j'avais travaillé avec une amie sur ce truc. Et j'ai fini par lui dire, tu vas finaliser tout le projet parce que moi, je me sens pas capable, en fait, d'assurer la gestion avec le client, d'assurer les délais, d'assurer la production, trop etc. fatiguée, quoi, ouais. Donc, j'étais quand même dans une nécessité de me dire, parce que, c'est quelque chose, mon métier, ça a toujours été mon socle dans la vie. Donc, en fait, très vite après le diagnostic, je me suis dit, effectivement, j'ai envie de faire quelque chose de cette maladie. Et je savais que j'allais en faire quelque chose et que ça allait se traduire dans ma pratique professionnelle. Je savais pas encore exactement quoi, mais voilà, je savais... l'artistique, quoi, en tout cas. C'est ça. Oui. Et du coup, donc j'ai fait un petit coaching au début de l'année 2020. Qui m'a fait me reposer tout un tas de questions un peu sur qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce que je veux faire. C'est là que j'ai pris la décision de me spécialiser dans la santé et le bien-être. Donc là, effectivement, j'ai dit, je veux me spécialiser dans un domaine pour lequel je me sens légitime, en fait, du fait de mon expérience. Donc là, j'ai pris cette première décision. Après, j'avais commencé à griffonner tout au long de ma convalescence dans un carnet toutes les idées que j'avais, toutes les envies.
Et je me suis dit aussi, bon, bah, en fait, quitte à être sur mon canapé et à pouvoir pas faire grand chose, bah, au moins, ça me donnera le temps pour écrire, pour dessiner, pour faire plein de choses pour lesquelles je prenais pas forcément de temps avant. C'est fou comme c'est comme Chloé là que j'ai invitée aussi sur le podcast qui quand on est dans son lit, dans son canapé, malade, griffonner, dessiner, écrire, c'est des projets qui sauvent en fait quand on peut pas faire grand chose d'autre quoi. Oui. Donc et donc voilà, donc tu as continué à dessiner. J'ai continué à dessiner et donc dès lors que j'ai pu de nouveau me mettre derrière mon ordinateur sans avoir trop mal au dos, j'ai échafaudé le projet Pou Monoprix. Alors c'est un projet. Donc on retrouve sur Instagram, hein. C'est ça. Ouais. J'ai détourné en gros des packagings de consommation courante, type les boulettes Charal, les soufflés au jambon, voilà, pour parler des symptômes qui m'avaient mis sur la piste de mon cancer. Et c'est aussi un projet dont je me suis servi pour comprendre en fait ce qui m'était arrivé, parce que c'est un projet en fait de didactique visuelle, donc par le biais de schémas autour des traitements possibles, autour des diagnostics possibles, autour des examens, voilà, je sensibilise aux tumeurs neuroendocrines bronchiques. Que bronchique, hein, donc oui c'est ça, ouais. Parce que poumon j'entends. Mais donc en fait tu es vraiment le compte de référence si on cherche des infos sur Instagram, en tout cas il y a pas. Ensuite, voilà. Si c'est tellement rare, on en parle très peu, quoi. Donc, c'est bien d'aller voir ton compte et tu as informé, voilà, sur tous les diagnostics, tous les signes. C'est ça. Ouais. Je me suis basée du coup sur des contenus scientifiques. Hein, c'est pas de l'invention de ma part. Oui. Même s'il y a une partie artistique, détournement, etc. Ça c'est juste une partie du projet. Mais la deuxième partie du projet, c'est vraiment de la sensibilisation qui s'appuie sur des données réelles, fiables. À distance du projet, j'ai fait relire aussi tous les contenus à mon oncologue qui me suit et qui est l'oncologue de référence en son domaine. Donc voilà, il a validé et ce que j'avance est vrai. Voilà. Et ça t'a permis de rencontrer des gens qui avaient la même chose et donc t'as pu les aider. En fait, voilà, dans un premier temps, le propos c'était de comprendre ce qui m'était arrivé. Notamment, je crois que je l'avais dit quand on préparait l'interview, mais quand j'ai dessiné en fait le schéma de la chirurgie avec donc lobectomie, bilobectomie et pneumonectomie, puisque c'est l'opération que j'ai eue. Pneumonectomie, c'est donc l'ablation complète. Le fait de dessiner ça, de visualiser en fait hors de moi ce poumon qui était dessiné et sur lequel du coup la bronche s'arrêtait et il y avait rien, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait c'était moi, en fait de transposer à l'extérieur quelque chose que j'avais vécu de l'intérieur. Ça te permettait d'intégrer aussi tout ça? Oui, ça m'a permis d'intégrer, ça m'a permis d'accepter. Ça m'a permis aussi du coup de formaliser quand on parle d'un creux, on parle d'un vide. Et là, aujourd'hui, dans mon travail, l'idée, c'est de aussi matérialiser ça et de le remplir d'autres choses. Voilà. Et effectivement, ce projet m'a permis de rencontrer des personnes qui ont eu la même chose que moi, parce que le propos du projet, pour l'instant, je l'ai pas mené à terme, mais l'idée du projet, c'était aussi d'en faire une exposition, c'était de recueillir des témoignages, donc j'avais commencé à en recueillir, j'en ai peut-être une quinzaine dans mes dossiers, et voilà, l'idée, c'était vraiment de faire une brochure de sensibilisation avec une expo, avec peut-être quelque chose d'itinérant dans plusieurs lieux de soins, voilà. Mais c'est génial, parce qu'il y a tellement peu de cas, quand tu dis 4 à 5 cas pour 100 000, je trouve que voilà, c'est formidable comme travail et puis de permettre de se retrouver entre personnes qui ont vécu la même chose. Il y a quand même tellement de gens qui ont des maladies assez rares, qui se sentent tellement isolés. Donc vraiment merci pour tout ce travail de sensibilisation. À la suite de ça, en fait, c'est grâce à ça que j'ai rencontré, grâce à ce projet, et du coup, je me suis rapprochée de l'asso de référence qui s'appelle l'APTED. Comment ça s'appelle? L'APTED, l'association des porteurs de tumeurs endocrines diverses. Ok. Et via cet asso, en fait, j'ai rencontré mes 3 acolytes avec qui je travaille aujourd'hui sur un projet qui s'appelle Ma tumeur neuroendocrine. Et ça aussi, c'est un peu le prolongement du coup du projet Pou Monoprix. Le projet Ma tumeur neuroendocrine, c'est un compte en fait, Instagram et Facebook. Encore un autre. De sensibilisation
aux tumeurs neuroendocrines. Donc là, pour le coup... Diverses. Oui. Parce que les 3 autres patientes n'ont pas eu d'atteinte bronchique, elles ont eu des atteintes digestives, elles. Okay. Et l'idée, c'est que par le biais de témoignages, alors c'est nos propres témoignages ou des témoignages qu'on vient chercher, on sensibilise sur la maladie et autour de thématiques diverses. Donc on a traité l'annonce, le diagnostic, on a eu un thème, ce que le cancer m'a apporté aussi. Là, on a traité le sujet des proches, donc on a fait prendre la parole à nos proches. Voilà. Oh, mais ça, c'est un compte qui s'adresse à tout le monde, en fait, parce que c'est pas que, voilà, c'est tous des sujets qui sont traités dans tout type de cancer. Tu devrais demander à Camille. Tu vois qui c'est, Camille, de Draw Your Fight? Elle recherche, qui dessine, elle est illustratrice, qui recherche, en fait, des témoignages de maladies plus rares et elle les dessine. Ah, je serais super contente, hein. Je te mets en contact avec elle. Elle est étudiante en médecine. Donc voilà, ça je pense que c'est parce qu'elle cherche vraiment des témoignages de maladies rares et voilà. Alors, point 2, je me souviens que tu avais dit, voilà, j'ai renoué avec ma casquette d'illustratrice. En fait, l'expérience de la maladie, ça m'a donné un énorme prétexte pour effectivement renouer avec le dessin, renouer avec l'écriture, chose que je faisais avant mais que j'avais perdu de vue en tout cas. Et le dessin, en fait, je l'utilisais pour mes projets de graphisme, mais c'était toujours dans l'objectif d'illustrer un projet de graphisme. Qu'on t'avait commandé en plus. Voilà, qu'on m'avait commandé. C'était un outil plus qu'une fin en soi. Là, en fait, j'ai ressenti le besoin très rapidement de poser les mots et de poser des images, en fait, sur ce que j'avais vécu. Et je le fais toujours aujourd'hui. Et notamment de détourner cette figure du poumon et de me la réapproprier, d'en faire autre chose, de me dire que et de continuer finalement à faire vivre mon poumon mort en fait. C'est bizarre comme expression, mais ton poumon disparu ailleurs. Voilà, mon poumon disparu et de lui rendre hommage en tout cas. Donc c'est ce que je fais au travers de mes dessins. Et effectivement, aujourd'hui, j'ose dire que je suis illustratrice parce que j'ai quand même eu des études, fait des études pour. C'est ton métier en plus, donc oui, c'est ton métier quand même. Enfin voilà, j'ose m'assumer en tant qu'illustratrice et artiste. Oui. Et du coup, d'avoir aussi un volet de mon activité où il s'agit de faire des dessins, de vendre des œuvres, etc. Oui. Et de les considérer en tant que telles et pas en tant que caché derrière un projet de graphisme. Voilà. Mais c'est bien, vas-y, affirme-le haut et fort, c'est très très bien. Et ça me fait énormément de bien. Et je me disais, en fait, en écrivant ces textes, en faisant ces illustrations, que ça allait peut-être être un peu trop orienté. Mais en fin de compte, là, je commence à avoir des retours de personnes qui se reconnaissent effectivement dans mes textes, qui se reconnaissent dans les images, qui du coup m'achètent même des illustrations pour les mettre sur les murs de chez eux. Donc je me dis que ça parle effectivement. Mais pas que des gens qui ont eu la même tumeur, voilà, donc des gens simplement qui ont été malades ou même des gens pas malades. Hein, ou même des gens pas malades. Mais voilà, moi, en tout cas, ça me libère. Ça vient encore une fois. Enfin, pour moi, la création artistique, ça vient guérir finalement presque plus entre guillemets que le fait qu'on m'ait retiré un poumon en fait. Oui. C'est vraiment quelque chose de vital pour moi en fait de créer. C'est une démarche exploratoire et une démarche de guérison. C'est ça. Alors maintenant tu lances des ateliers créatifs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Alors là encore, c'est le prolongement de ma démarche d'artiste, de me dire en fait, j'ai convoqué la création artistique parce que ça fait partie de mes outils courants. En fin de compte, j'ai pas vraiment fait appel à des soins de support pendant ma convalescence. Ton soin de support, c'était là, on va dire. Oui, mon soin. En fait, j'avais déjà les outils, donc j'ai pas forcément fait appel à des maisons de l'après-cancer, etc. Oui. Aussi parce que du coup, la fin de ma convalescence a sonné le début du Covid. Donc voilà, j'ai pas tellement eu le choix non plus. Probablement que s'il y avait pas eu le Covid, les choses se seraient passées autrement. Ah, oui. Mais voilà, je me suis dit, j'ai convoqué ces outils-là. Et si ça m'a fait du bien à moi, pourquoi ça ferait pas du bien aux autres ? Et donc, j'ai commencé à faire des ateliers dans des maisons de l'après-cancer à titre bénévole, dans un premier temps. Et je me suis rendu compte que effectivement, c'était un pari, hein, mais ce qui effectivement marchait pour moi, marchait pour d'autres personnes concernées. Tu peux nous expliquer comment tu qualifierais tes ateliers, ateliers créatifs par rapport à art-thérapie ? Alors, pour moi, l'art-thérapie, c'est un titre. C'est une profession reconnue même, je sais pas. C'est une profession. Enfin, a priori, il faut une formation spécifique et une formation notamment en psychothérapie. Je n'ai pas du tout de formation en psychothérapie. Je ne prétends pas en avoir et je n'ai pas envie d'en avoir.
Moi, j'interviens vraiment en tant que professionnelle de l'image. Je suis une fabricante d'images. Et pour moi, ces ateliers sont le prolongement de ce que je fais, en fait, dans mes projets en graphisme et en illustration. Mais c'est très thérapeutique. Donc, en fait, moi, je t'avoue que je dis... C'est plus une conséquence, mais c'est pas une fin recherchée absolument. Ouais. Ce que j'aime dans les ateliers aussi, c'est qu'il y a une finalisation, voire même une fonctionnalité à ce qu'on crée. Voilà, c'est ça qui m'avait très fort marqué. Donc, en fait, on atterrit avec un produit à la fin. Pas toujours, mais ça peut. Ça Ça peut, peut, c'est un peu l'effet recherché. Et effectivement, il y a une attention particulière sur en tout cas, pas forcément le produit, mais sur la forme, la finalisation de l'objet produit. Mais donc, tu nous expliques un petit peu. Donc, l'objet, ça peut être, tu avais dit, un très joli classeur, ou ça peut être un objet utilitaire, ou ça peut être une œuvre aussi. Ça peut être une œuvre, aussi un objet. Peut être une œuvre qu'on met dans un cadre, ça peut être une carte postale. C'est aussi un objet. Ouais. J'avais fait un atelier, effectivement, où j'étais partie de mon imagerie médicale et j'avais fait partir les participants de leur imagerie médicale personnelle, parce que je trouve qu'en tant que patient, c'est super intéressant, toutes ces images qu'on accumule avec les scanners, les IRM, etc. Qui sont fascinantes aussi, quand même. Il y a moyen de créer vraiment quelque chose de bien. J'ai toujours trouvé ça hyper beau, en fait, de se dire qu'en fait, on voit à travers le corps. Je trouve qu'on a un certain privilège en tant que patient de se dire qu'on voit effectivement à 360 degrés dans son corps. On peut le voir en photo, on peut le voir en vidéo, en couche 3D, etc. Et je trouve ça assez fascinant. Moi-même, avant même, je crois, d'avoir été opérée, j'ai demandé à mon chirurgien, est-ce que vous pourrez me mettre de côté les images de l'analyse au microscope de ma tumeur, parce que je trouve ça super beau, etc. Il m'a regardé avec des yeux ronds. Il avait déjà des projets artistiques. Voilà. Il a compris après coup ce que j'en avais fait. Et donc, j'en ai fait une série d'illustrations. Et donc, j'avais proposé, dans le cadre d'un atelier, de faire la même chose pour les participants. Et donc, qu'ils amènent leur imagerie médicale. Et que voilà, ils en fassent autre chose et qu'ils en fassent notamment la couverture de leur classeur qu'ils amèneraient chez l'oncologue. Parce que je m'étais dit, quand on va chez l'oncologue avec son classeur, avec les 10 milliards de comptes rendus, bon, généralement déjà quand on va faire cette check-up de contrôle, on n'est pas très, on est quand même un peu dans un état de stress, d'angoisse, etc. Et de me dire que on prolongerait l'expérience de cet atelier et de ce moment de partage, jusqu'à chez l'oncologue. Et de se dire que on va sortir son classeur avec sa couverture et qu'on sera super fiers d'avoir fait ça. Qu'on aura sublimé, en fait. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment d'induire un processus, effectivement, de transcender, sublimer en faire autre chose. De beau. Artistiquement et faire quelque chose de beau. Alors, le beau, il faut pas l'entendre au sens de on va faire la Joconde, mais de beau pour soi, parce qu'on y a mis quelque chose de soi. Exactement. Quelque chose de son histoire, voilà. Alors, c'est ce que tu proposes maintenant, mais depuis, tu dis janvier 2022, où tu as vraiment commencé à te professionnaliser, c'est comme ça qu'on dit, donc, et te faire rémunérer, ce qui va nous amener à un autre sujet dont on voulait absolument parler aujourd'hui. Et on voulait mettre des mots justes et très bienveillants sur cette réalité qui se passe. Donc, finalement, toi, ta maladie, elle est finie depuis 3 ans, on peut dire, c'est ça? Ouais, presque 3 ans. Presque 3 ans. Oui, je pense qu'on est un peu de la même promo, en fait. Hein. C'est quoi? C'était mai, ou c'était quoi? Avril? Je me suis fait opérer le 9/9/2019 pour une remise à neuf. Et 9/9/2019. Donc c'était septembre 2019. Oui, c'est ça. Moi, juillet. On est de juillet 2019. On est de la même promo. Et voilà. Et on voulait un petit peu parler de justement tout ce qui est entreprendre après un cancer et un petit peu lever les tabous par rapport au fait que quand on est malade, on a souvent envie de donner notre temps à des associations, donc d'aider, comme toi tu as fait, des ateliers dans des associations, dans des maisons de l'après-cancer. Tu en aurais probablement fait plus s'il n'y avait pas eu le Covid. Donc on donne beaucoup de notre temps, et avec grand plaisir. D'ailleurs, on rencontre plein de personnes qui sont touchées par la maladie. Et puis vient un moment où on a quand même un petit peu envie de sortir de tout ça, et la vie reprend son cours, et on doit gagner notre vie, et on est indépendante. Et voilà, donc c'est un petit peu compliqué pour nous de mettre des mots là-dessus, mais je voulais vraiment lever des tabous sur le fait que si après on décide de se reconvertir et d'aider les personnes qui ont un cancer, et qu'on l'a fait de manière bénévole pendant un certain nombre d'années, il y a un moment donné où il y a une réalité, il y a de l'achat de matériel pour toi, tu dois acheter tes peintures, tu dois acheter tout ton matériel, tu dois probablement louer ton studio aussi parce que tu as dû t'installer dans un studio. Donc il y a une réalité financière
à laquelle il faut faire face. Et voilà. Et on entend, alors tout ça est avec une grande bienveillance, mais on entend quand même, on entend des personnes qui disent, ben voilà, tu vas quand même pas faire de l'argent sur le dos des cancéreux. Mais pour nous, c'est aussi important de retourner dans la vie, donner notre temps pendant toutes ces années de maladie pour des associations, c'est magnifique, mais après, on a envie de retourner dans la vie et il y a des réalités. Il y a des enfants à nourrir, il y a des loyers à payer, et voilà. Et donc, on voulait un petit peu lever les tabous là-dessus. Ben, je me permets c'est pas le but de parler de moi, mais de parler éventuellement de mon podcast comme exemple aussi, qui est un boulot plein temps. J'engage beaucoup de frais d'hébergement, de l'aide pour les montages, d'un ingénieur du son. Et voilà, j'ai la chance d'avoir un boulot à côté qui me permet de payer tout ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet dont pas mal de personnes parlent. Et en fait, je te remercie de tout cœur de l'adresser parce qu'il y a pas mal de personnes qui veulent en parler aussi dans le podcast. Et donc voilà, qu'est-ce que tu aimerais nous dire par rapport à ça? Et déjà, le fait, je pense, d'avoir levé les tabous et de dire, eh bien, moi, je trouve ça super que tu te lances, que tu te professionnalises, que tes ateliers soient rémunérés. Ça donne de la valeur à ton travail. Ça donne de la légitimité. T'as tout dit, en fait. Non, mais en fait, voilà. Mais c'est super clair. Je sais pas trop ce que je dois rajouter après. Mais non, mais c'est important pour moi. C'est important pour moi et j'aimerais que tu l'affirmes aussi. Tu vois, c'est tellement magnifique ce que tu fais. Tu dois gagner enfin, je veux dire, voilà, il y a la vie reprend. Mm-hmm. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important et je dirais même à plus forte raison quand on a traversé ce qu'on a traversé. Ce qui induit, alors ça dépend de ses ressources à la base, ça dépend de comment on est entouré, etc. Mais oui, le cancer amène avec lui une certaine forme de précarité. Et c'est important à un moment donné d'en sortir parce que ça permet de sortir effectivement de ce statut de patient un peu... qui est entre les deux, enfin qui n'est pas encore sorti de sa maladie, quoi. C'est vraiment... Est-ce que c'est ça que tu veux dire ? J'allais dire placide, mais le mot est peut-être un peu fort, mais en fait, ça permet de sortir de ce statut, effectivement, de patient qui subit, entre guillemets, un peu les conséquences de ce qui arrive. Et je pense que dans les pays francophones, en tout cas, il y a une forme de tabou autour de l'argent. Et effectivement, je pense que moi-même, j'ai traversé cette réflexion-là. Je me suis dit, ces ateliers-là, pourquoi je les ferais payer aux patients alors même que j'ai été patiente et que voilà. Et en effet, je me suis dit, je vais pas me faire de l'argent sur le dos des personnes qui ont eu un cancer. Mais à la fois, je me dis, j'ai moi-même eu un cancer et il faut que je sorte de cette précarité-là induite par la maladie. C'est un pas de me dire, je vais professionnaliser ces ateliers parce qu'effectivement, c'est mon métier. À la base, j'ai 6 années d'études et parce que effectivement, je pense que c'est ton travail a de la valeur. Voilà, mon travail a de la valeur et que pour l'instant, en tout cas, l'être humain n'a pas trouvé de meilleure solution pour témoigner de cette valeur-là que de rémunérer. Je trouve c'est très simple finalement. Je pense qu'on a malheureusement dans nos pays un petit peu de tabou autour de ça. On irait aux États-Unis, il y aurait absolument aucun problème. Moi, j'affirme haut et fort que voilà, c'est très important. Ton travail a de la valeur, et je trouve que même ne pas se faire payer, c'est comme si le travail n'avait aucune valeur. Donc moi, j'ai envie de crier haut et fort que tu as pris un atelier, j'ai vu que tu avais posté, tu décorais ton atelier, donc ça engendre des frais. C'est là que tu vas pouvoir recevoir les gens. Quels sont tes rêves là maintenant pour les ateliers? Est-ce que tu comptes les faire dans ton atelier ou est-ce que tu comptes aller aussi dans des sociétés? Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes malades aussi dans les sociétés. Ça peut être un bon team building. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport au bénévolat aussi. Oui, effectivement, ça peut être quelque chose de très salvateur, surtout quand on sort de la maladie, de se dire qu'on va donner de son temps, de son expérience, de son vécu aux autres. Mais je pense que ce qui est très important, en fait, dans le cas du bénévolat, c'est qu'il faut que ça reste quelque chose qui soit choisi, qui soit cadré et pour lequel on n'outrepasse pas certaines limites personnelles en fait. Et en effet, c'est pas parce que on a été malade, qu'on a envie de donner du temps et qu'on est dans une forme comme ça de générosité vis-à-vis des autres qu'il faut effectivement s'user à faire, à donner. Voilà, je pense que c'est ça le truc à retenir, c'est à plus forte raison alors qu'on a été malade, de se dire à un moment donné, c'est aussi important de prendre soin de soi, même si on n'est plus malade.
c'est aussi important, voilà, d'avoir la reconnaissance de ce qu'on fait. Et effectivement, ça passe par la rémunération professionnelle de son travail. Je pense que là, tu pouvais pas mieux résumer, en fait, tout ce que... Et je pense que tout le monde peut le concevoir et l'entendre. On va peut-être conclure par tes rêves et tes projets. Ouais. Alors mes rêves et mes projets, ce serait effectivement de pouvoir proposer ces ateliers dans mon espace, puisqu'effectivement, comme tu l'as noté, j'ai sauté le pas aussi de dissocier mon bureau de ma chambre. Voilà. C'est aussi une manière de sortir la maladie quand même. Voilà. Ouais. Et de me dire que voilà, j'ai un espace qui est dédié à la réalisation de ces ateliers, à la réalisation de mes projets en graphisme et en illustration. Tu peux nous dire où c'est ? C'est dans le 11e. Ok, comme ça les gens savent. Voilà, ouais. c'est à côté de Voltaire. Oui. Et c'est un lieu, en fait, que je partage avec une de mes anciennes profs d'illustration, comme quoi l'illustration revient à moi à plusieurs reprises dans mon parcours. Et donc, en fait, c'est un lieu qui existe sous la forme d'un... Alors, jusqu'à présent, en fait, cette personne qui s'appelle Céline travaillait avec d'autres illustrateurs, d'autres créatifs. Et en fait, ils avaient pour habitude de faire des portes ouvertes au moins 2 fois par an. Donc c'est un lieu, moi aussi j'ai aussi flashé sur ce lieu parce que je me suis dit, non seulement ça va être un lieu où je vais pouvoir accueillir du public pour mes ateliers, mais c'est un lieu où je vais pouvoir poursuivre ce que j'ai déjà fait de par mes pratiques bénévoles, c'est de me dire qu'on va avoir un lieu où je vais pouvoir faire le trait d'union entre ma pratique personnelle et la pratique d'atelier, et que si on veut par exemple... dans mon idée, là c'est ce que j'ai déjà fait, vendre par exemple des petites productions qui auraient été réalisées en atelier, qui pourraient après être réinjectées pour l'achat de matériel, pour financer d'autres ateliers, pour voilà, que ce soit une espèce de cercle vertueux comme ça, où c'est aussi un moyen en fait pour les participants. Là encore, c'est tout bêtement le même raisonnement que j'applique pour moi, c'est de me dire je fais jaillir une œuvre de moi, ça sort de moi. Peut-être que les petits carnets qu'on fait, une petite œuvre qu'on va vendre, etc. C'est encore une fois, c'est pas être obsédé par l'argent, c'est juste être dans une forme de valorisation de son travail, de reconnaissance de son travail. Et je pense que ça, psychologiquement, ça peut jouer beaucoup pour des personnes qui ont eu une traversée du désert après la maladie, pendant la maladie, et qui ont besoin en fait d'être à nouveau valorisées par ce billet-là aussi. Je dis pas que c'est le seul, mais voilà. Et pour moi, vraiment, c'est vraiment la création qui peut être un gros élément de résolution de pas mal de choses. Donc, c'est ce que j'ai envie de co-construire au travers de ces ateliers. C'est ce que j'ai dit à mes participantes, c'est qu'en fait, en fin de compte, c'est mon espace de travail, mais c'est aussi leur terrain de jeu. Et donc, je suis en réflexion pour effectivement monter une structure. Alors, est-ce que ce sera une association? Est-ce que ce sera un collectif? Ça, j'ai pas encore tranché. Est-ce que ce sera une société même? Je sais pas. Mais l'idée, c'est effectivement d'encadrer cette pratique-là et de pouvoir la faire grandir, développer dans la créativité. Voilà. Plein de rencontres. C'est mon souhait. Écoute, je pense qu'on peut même pas mieux terminer, pas mieux conclure un podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire tous tes comptes Instagram qu'on puisse te retrouver? Ils seront sur la page du site, de toute façon. Et s'il te plaît, j'espère que tu me donneras pas mal d'illustrations pour décorer. Je dis toujours que, en fait, ta page sur mon site, c'est comme si tu avais une chambre chez moi. Et donc, je te demande de décorer ta chambre. Donc, en fait, tu vas décorer... je pense que là, on peut même pas mieux tomber avec cette image-là pour toi. Et donc, j'aimerais bien avoir des illustrations, tes ateliers, tout ce que tu as fait, illustrer les 3 points. Donc, le projet de sensibilisation, renouer avec ta casquette d'illustratrice et puis les ateliers créatifs. Des infos pour que les gens puissent te retrouver. Mais tes 3 comptes Instagram, tu peux juste nous les rappeler? Alors, j'en ai même plus, mais je vais peut-être pas tous les citer. Déjà le tien. Mon compte... perso, c'est un compte sur lequel je poste davantage mes projets du coup en graphisme et en illustration. C'est Camille Essayan, donc ESAYAN avec un seul S surtout. Après, le compte dédié à mes ateliers, c'est Cancer Qu'enfer. Alors voilà, c'est ça, c'était ce nom-là moi qui m'avait, quand tu m'as contacté avec Cancer Qu'enfer. Je me suis dit je suis intriguée par le titre. Ouais. Alors a priori, si je monte une structure, je vais changer de nom parce que l'idée de ces ateliers aussi, c'est que ça puisse s'adresser à toute personne malade, aux proches. Cancer, j'ai aussi pour projet de m'adresser à éventuellement des structures hospitalières, aux soignants.
des problématiques qui me traversent comme ça, de me dire, en fait, si je dois faire des ateliers dans le cadre d'une entreprise pour, par exemple, peut-être accompagner par la créativité un ou plusieurs salariés qui a fait l'expérience de la maladie ou d'un et faire ça en équipe, etc. Donc il vaut mieux sortir du mot cancer, quoi. Voilà. Je me rends compte, alors là, pour l'instant, le point de départ, c'est ça, parce que je me sens légitime, en fait, de parler de ça du fait de mon expérience. Et parce que, voilà, je pense que ces ateliers sont aussi, finalement, quelque chose de... Ils viennent, en fait, suppléer les ateliers que j'ai jamais eus à cause du Covid. Voilà, je pense que je l'ai fait aussi parce que j'ai besoin d'être au contact d'autres personnes qui ont traversé, pas le même cancer que moi, mais en tout cas, une épreuve de vie similaire. Et en fait, tout bonnement, parce que moi, ça vient aussi nourrir ma pratique artistique, puisque généralement, dans la mesure du possible, je suis pas le sachant qui donne un cours, qui anime l'atelier et qui est là pour donner des consignes. Je fais moi-même, en fait, parce que c'est un immense terrain de jeu pour moi aussi. Et en fait, le retour des participants, les productions des participants me donnent des idées qui viennent nourrir mon propre travail, et ainsi de suite. Donc c'est... Magnifique cercle vertueux, encore, à nouveau. Donc voilà, donc Camille Essayant, cancer, et puis le mot... Et Pulmonoprix. Pulmonoprix, et puis l'autre... Et ma tumeur neuroendocrine, qui est le projet avec les 3 autres patientes atteintes de tumeurs neuroendocrines. Voilà. Merci Camille, vraiment, merci, je suis trop contente d'être venue à Paris. C'est quand même tellement plus sympa quand c'est en présentiel, on se voit en vrai. On s'était déjà vu au théâtre, là. Je te remercie de tout cœur et puis je me réjouis de monter ce bel épisode. Merci à toi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.